Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve au Théâtre de la Gaîté et je vous propose un petit café sur scène avec Anthony Cavana. Tac! Prise 1. Prise parfaite, il n'y en aura qu'une. Eh bien merci Anthony de nous recevoir sur ta scène. Ben, merci de venir me voir comme ça. J'ai pas besoin de me déplacer, carrément la table, le café. On vient à toi, c'est magique. Table, café, robe de soirée. Ah oui, j'ai mis la robe de circonstance. On je suis est au comme une théâtre. pauvresse comme ça. Une pauvresse. La princesse est arrivée. Je suis la pauvresse. Voilà, on fait Bienvenue dans mon œuvre, le théâtre. Alors, je vais revenir un peu sur ton parcours et ton enfance. Tu es né à Montréal en 69, haïtien d'origine. Oui. Alors, le petit Anthony, il était 1869, comment Tu es jeune. Pour préciser, 1869. Oui, c'est ça. Il était comment, le petit Anthony Tu peux nous parler un peu de ton enfance? J'ai une enfance tout à fait normale, une belle enfance avec mon père, ma mère, ma sœur. On n'avait pas de famille immédiate au Québec. La famille, ou que ce soit de mon père ou de ma mère, était ou en Haïti ou sur la côte est américaine, New York, Miami ou au Boston. Donc, les amis de mes parents, qui étaient aussi expatriés, comme eux, sont devenus mes oncles, mes tantes, et leurs enfants étaient comme mes cousins et mes cousines. Donc, c'était... j'ai une enfance sympathique quand on se réunissait comme ça, moins 40 à l'extérieur, 40 à l'intérieur, nourriture haïtienne, musique haïtienne. C'était une belle époque. C'était une belle époque. Oui, ton papa est prof et ta maman directrice d'école. Non, directrice d'un hôpital. D'hôpital. Les deux, mes parents sont plus parmi nous, mais les deux étaient, oui, voilà, exactement, enseignants et directrices d'un hôpital. Alors, si on repart sur tes premiers pas, dans tes premiers pas sur scène, oui. Tu jouais Michael Jackson pendant longtemps. Tu avais quel âge d'ailleurs? Je suis monté sur scène la première fois à 14 ans. 14 ans, c'est 14 jeune. ans. Et je faisais deux numéros. Un numéro de pure stand-up et l'autre numéro, je faisais des imitations. Et j'imitais des professeurs de l'école, j'imitais des personnalités de la radio, de la télé au Québec et quelques internationaux, dont Michael Jackson. Je terminais avec Michael Jackson qui était... les gens ne peuvent pas comprendre en ce moment à quel point Michael Jackson était énorme parce qu'il n'y a pas un artiste aujourd'hui qui était aussi énorme que Michael Jackson à l'époque. C'était la folie. Il était tellement énorme que je l'imitais et les filles devenaient hystériques. Ah oui? Mais c'était pas Michael Jackson. Je l'imitais et les filles devenaient hystériques tellement il était le king of pop. Donc pour toi, c'était ton premier sketch. Et ta première blague, tu t'en souviens ou... Bonne question, non. Je m'en souviens pas, mais j'ai commencé en imitant les amis de mon père. Après, quelques politiciens québécois. Puis après, je faisais rire mes amis. Très vite des imitations. Oui. Puis il disait, allez, vas-y. J'ai commencé comme imitateur. Et il disait, vas-y, participe au spectacle de l'école. Première année, je dis non, j'ai 13 ans. Je dis, ah non, j'ai pas le courage. Deuxième année, j'y vais. Je m'inscris. Je me présente pas aux auditions. Je repousse. La directrice du spectacle, qui était prof de français, dit, bon, voilà, écoute, c'est demain, ou sinon tu fais pas partie du spectacle cette année. J'avais jamais écrit un numéro de ma vie. J'essayais d'écrire, je savais pas comment. Donc la veille du show, j'ai écrit 5 sujets sur une fiche. Il dit, je vais improviser. Je vais monter sur scène, puis je vais improviser sur ces 5 sujets. C'est ce que j'ai fait. En impro total. En impro total. Et puis elle dit, OK, ben, je te garde pour le spectacle. Tu feras 2 numéros. Ah oui. Je fais, non, je sais même pas en écrire un, là, elle en veut 2. Merde, elle en veut 2. Et ça a été une révélation pour moi. Je suis sorti de scène. Tu t'es dit, je veux faire ça. En sortant de scène. C'était clair, net, précis. C'est ce que je veux faire dans la vie. Et justement, donc, comment ont pris tes parents la chose? Parce que est-ce qu'ils avaient d'autres ambitions pour toi? Oui, ma mère... ils sont toujours fiers quand tu as du succès après, mais, oui, mais au début, ma mère m'a dit « Fais ce que tu veux, mais fais-le bien ». Et sois heureux. C'est ça. Et c'est ça qui m'a aidé, en fait. C'est ça qui m'a donné le courage. Mon père, lui, était un peu en panique. Tout le monde dans la famille a au minimum un master. C'est une famille de médecins, de gens très instruits dans ma famille. Donc, j'étais l'artiste de la famille. Le seul qui a quitté l'université avant d'avoir un diplôme. Et
Et je me suis lancé, et puis j'ai fait un pacte ou une entente avec mon père. Je disais, regarde, si à 22, j'avais 19 ans, j'ai dit, si à 22 ans, ça marche pas, je retournerai à l'université. Oui, t'as su négocier. Ouais, puis il a fait OK, parce qu'au début, c'était, ah, mon fils, pas le showbiz, tu vas devenir un drogué homosexuel. C'est arrivé beaucoup plus tard. Tu l'as rassuré. C'est arrivé beaucoup plus tard, tout ça. C'est arrivé beaucoup plus tard. Alors, tu as fait les premières parties de spectacle de Céline Dion et de Julio Iglesias. Oui, oui. Et oui. alors, c'est assez surprenant parce que, bon, déjà, est-ce que tu as stressé? Parce que c'est quand même Céline Dion et Julio Iglesias. Donc, Julio, ce qui est drôle, j'ai fait 4 soirs la première partie de Julio, et le lendemain, son manager, producteur, est venu me voir, ou est venu voir plutôt ma prod à moi, et leur a dit, il faudrait qu'il soit un peu moins bon. Mais oui, parce que c'est pas du tout le même public. Il dit, il faudrait qu'il y ait moins d'énergie, moins bon, moins performant, moins tout, moins drôle, moins sauter partout, moins... Parce que Julio, cette tournée-là sa mise en scène était particulièrement sobre, et puis il restait vraiment debout devant un pied de micro, il caressait son micro, All the girls I love you for. Il se touchait, holding and all my door. Il se caressait, il restait comme ça. Donc toi, t'as mis le feu d'entrée. Je suis descendu d'un tout petit cran, pas un demi-cran. Mais le lendemain encore. On t'a demandé de descendre à chaque fois. Un peu moins, parce que ce qui était drôle, c'est parce que dans les dans les critiques, il y en a qui disaient que la première partie était meilleure que le show, donc ça aide pas. Ça aide pas l'artiste, ouais, ça aide pas l'artiste. Mais c'est vrai que quand tu y penses, c'est pas du tout ton public. C'était pas mon public, non, du tout. En plus, j'avais quel âge j'avais? J'avais 22 ans, je devais avoir 22 ans, maximum 23 ans. Et Céline, 22 ans. Céline, j'ai fait la première partie 2 ans de Céline, en français et en anglais. J'ai commencé en remplaçant un humoriste qui faisait sa première partie, qui dit, je suis un peu dans la merde, est-ce que j'ai parlé à René, il a dit que c'est cool, tu peux me remplacer. Ça doit être tellement impressionnant de faire la soirs première. pendant la tournée, parce que lui, il préparait son one-man show, il était en rodage. Donc, il y avait 2 humoristes qui faisaient la première partie, une imitatrice et lui. Donc, j'y vais, je fais mon truc, René fait, ah, c'est super bon, c'est bon ce que tu fais, c'est bon. Et il m'a même fait un très beau compliment, il a dit, il m'avait dit, j'ai une artiste, c'est Céline, mais si je faisais de l'humour, je t'aurais représenté, vraiment. C'est un vrai compliment. C'est un très beau compliment. Et donc, quand Céline a fait une nouvelle tournée, les 2 humoristes qui faisaient la tournée, eux, commençaient leur premier one-man show. Et puis, René m'a demandé de les suivre. 6 mois plus tard, il me dit, Denis, Céline sort son album en anglais, puis on va faire la tournée à travers le Canada. Puis on aimerait ça que tu viennes avec nous, champion. Là, je fais, ouais, c'est parce que oui, je veux faire de l'anglais, parce que c'est mon rêve, mais j'ai jamais fait d'humour en anglais. J'ai pas encore préparé. En fait, j'ai pas encore préparé de show, parce que je faisais 35 minutes de première partie. Et puis, là, il dit, j'ai pas de matériel en anglais. Puis il fait, mais t'as 2 semaines. Ça va alors. T'as 2 semaines. Et c'est là où on voit où à l'époque, quand on est jeune, on réfléchit pas, puis on saute, puis on y va. J'ai fait, OK, j'ai 2 semaines. Donc, j'ai traduit 35 minutes rapidement. Ils m'ont fait passer une semaine avant le show, 5 jours avant le show, une audition. C'était une audition. C'était dans un comedy club à Montréal, avec public et tout. Pour moi, c'était une audition, mais je veux dire, c'était pas, les gens dans la salle ne savaient pas que c'était une audition. Et il y avait son associé américain qui était là. Il y avait le patron, directeur artistique de Sony Canada qui était venu de Toronto. Il y avait son agent canadien-anglais qui est venu. En tout cas, bon, bref. Ils étaient 5 qui venaient me juger. Ils disaient s'il est assez bon, oui. C'est stressant, hein. Et puis, je suis sorti de scène, ils ont dit c'est bon, on te voit dans 5 jours en Ontario et on commence la tournée en anglais. Donc ça a été une école formidable. Et sa première tournée en anglais faisait des salles de 2 à 3 000. Et la deuxième tournée faisait 6 à 7 000. Et d'arriver dans un contexte où
personne ne me connaissait. Au Québec, j'avais une notoriété déjà, mais pas au Canada anglais. Oui. Et puis, ils ne s'attendaient pas à ça, surtout. C'est les Américains qui ont commencé à utiliser des humoristes pour faire la première partie de chanteuses ou de chanteurs qu'on appelait à l'époque middle of the road ou adultes contemporains aujourd'hui. Oui. Donc, de la musique un peu plus douce, un peu plus si. Donc, pour pas qu'il y ait de compétition entre deux chanteuses, avec en première partie, deuxième, on mettait un humoriste. Comme ça réveillait le public, ça réchauffait le public. Et puis, et donc, voilà, j'ai pu visiter le Canada que j'aurais pas pu visiter dans d'autres circonstances. 2 fois, faire le tour. Et dans certaines provinces, je faisais en français et en anglais le spectacle. C'était une phrase en anglais, une phrase en français, une phrase en anglais. Ah oui. Alors justement, quand tu arrives à Paris, l'accueil du public parisien, l'accueil du public parisien, avant de commencer, je venais 1 à 2 fois par mois pour apprendre à connaître les Français. Parce que j'ai vu que les Français qui ne marchaient pas au Québec et les Québécois qui ne marchaient pas ici, oui. J'ai remarqué qu'il y avait une raison majeure, c'était qu'ils n'adaptaient pas le matériel. Ils n'adaptaient pas leur matériel. Donc, ils ne connaissaient pas l'autre. Ils arrivaient en terrain conquis, ils arrivaient avec leur ego et tout ça. Donc, j'ai fait, OK, on jette l'ego au milieu de l'Atlantique et on apprend à connaître. Je suis un invité en France, je vais apprendre à connaître les Français. Je venais 1 à 2 fois par mois pendant 1 an. J'allais au théâtre, j'allais au resto, au musée, au cinéma, je regardais la télé, je posais des questions 24 heures sur 24. Et il y a Pascal Légitimus qui m'a aidé aussi à adapter mon spectacle québécois. Et ça a été, c'est parti, mais comme une traînée de poudre. Traînée de poudre. Et à Paris, quand le public te connaît pas au début, t'arrives sur scène, puis ils croisent les doigts, puis ils font croisent les bras, ils font c'est qui ce con? Ouais. C'est qui ce con? Je le connais pas lui. Il est où Bigard? C'est Robin à l'époque, c'était ça. Et là, il fallait arriver tout de suite, coup de genou dans la gorge, coup de boule, il parlait comme ça, et puis ça a été extraordinaire, très rapide. Alors, tu es devenu un artiste québécois multiple talent, humoriste, acteur, animateur TV, pour les Energy Music Awards d'ailleurs. Selon un sondage IFOP, tu es en France, tu fais partie des 25 meilleurs humoristes sur les 50 dernières années. Ah bon? Eh oui. Mais c'est incroyable. Est-ce que tu es heureux de cette performance? Je vais jouer au loto. Oui, je vais jouer au loto. Bon, tu es heureux. Oui. C'est sympa, c'est gentil. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir d'entendre ça, surtout n'étant pas français, étant étranger, mais invité, mais adopté. Voilà, adopté. Ce qui prouve que j'ai été adopté. Donc après ce magnifique succès, de tous les métiers que tu exerces, comédien, humoriste, doubleur, lequel est ta plus grande joie et à contrario, ta plus grande frustration pour l'instant? Plus grande joie, ça reste la scène, sous toutes ses formes. La scène, que ce soit en chanteur ou en humoriste, c'est le direct, c'est moi le patron. Il y a personne qui vient me dire quoi faire, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Donc, la liberté. Plus grande frustration. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'en sera pas eu. Mais frustration, je dirais peut-être de pas faire assez, de pas avoir fait assez de cinéma. D'accord. Ce serait ça. C'est un projet. J'aime jouer, mais souvent, on pense pas souvent à moi, disons. Pour l'instant, mais bon. Pour l'instant. On pense moins à moi. Mais c'est peut-être ça, ce serait peut-être la plus grande frustration. Si je peux appeler ça une frustration, oui. Si on m'oblige à choisir, je veux dire ça. D'accord. Alors, dans ton spectacle, tu nous livres, enfin, tu nous avoues être publicophile. Oui. Tu nous avoues être publicophile. On peut plus dire maintenant des publicophiles. Elle te manque tellement la scène quand tu n'y es pas? Oui, parce que j'ai eu 2 ans. 2 ans, tous les artistes, on a été chômeurs pendant 2 ans. Et c'est la première fois de ma vie où je ne joue pas. Depuis que j'ai 19 ans, je bosse.
et j'ai beaucoup travaillé. Et là, d'être forcé à s'arrêter puis d'être enfermé à la maison. Tu nous as fait une déprime. Non, au contraire, j'ai dit, mais ma façon de voir les choses, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? Toujours se poser les bonnes questions. OK, je peux pas faire ça. J'ai du temps, il faut en profiter pour faire des choses que je veux faire depuis longtemps. Donc, je voulais faire de la musique. J'ai pu faire mon mini-album. Je voulais terminer ma formation en programmation neurolinguistique. J'ai terminé la formation, je suis devenu maître praticien et coach en PNL. J'ai fait même une autre petite formation supplémentaire de PNL pour l'entreprise aussi. Donc, j'ai fait ça. J'ai écrit une conférence, deux même, une pour les ados, une pour les adultes et les entreprises qui parlent où je donne des trucs pour apprendre à gérer ses émotions. Et puis qui parle de neurosciences et de PNL aussi. C'est un coach en bien-être un peu c'est des trucs qui, comme je dis dans le spectacle, qui m'ont aidé à améliorer mon quotidien. Donc c'est partager ce que j'apprends. Ouais. Alors tout est prétexte à sketch. Alors entre écriture et interprétation sur scène, comment tu fais le bon choix? Oui, ça doit m'inspirer. J'ai besoin de vivre pour écrire. Je sais qu'il y a des gens qui inventent tout de A à Z. J'ai besoin de moi d'avoir vécu une partie de l'histoire ou que quelqu'un me l'ait raconté de façon assez colorée et en détail pour que je puisse me l'approprier, mais j'ai besoin de l'avoir vécu souvent. Un peu de véracité dans ce que tu dis dans tes sketchs. Complètement. Et je suis bien entouré. J'ai écrit le spectacle avec un ami qui s'appelle Sacha Judasco, qui est formidable, qui écrit plein de pièces à succès en ce moment. Il fait trop d'argent, il m'énerve. Il fait trop d'argent. Il y a 4 ou 5 shows. Laisse-le pour les autres. T'as 4 pièces en même temps plus mon spectacle. Laisse de la place aux autres. Non, il est brillant, il est drôle. Puis il a été formidable pendant cette période-là difficile où on écrivait par Zoom. J'étais à Montréal, il était à Paris. Et puis lui faisait de la radio encore, donc lui il bossait encore, donc il avait toujours la patate. Il était 8 h du matin pour moi, il était 14 h pour lui, ou entre 8 et 9 du matin. Bon. Donc lui, il avait déjà la moitié de sa journée dans le corps, il était en pleine forme. « Hey, ça va Anthony? Ta gueule, je me réveille. » Ne me parlez pas le matin. On fait des blagues. Non, on forme un très beau duo. Très beau duo. Alors, si on parle de musique maintenant, j'ai envie de parler de musique, parce que tu as des sacrées performances musicales, tu as un véritable showman. Merci. Tu t'es même lancé dans le monde de la musique avec ton premier titre, Let You Go. Oui, que j'ai pas sorti en France, que j'ai sorti au Québec et en Suisse romande. Je l'ai pas sorti en France, le mini-album, parce que j'ai appris avec les années qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases, ou dans et comme c'était un projet passion, ça faisait 30 ans que je voulais faire ça, que je repoussais. Et là, j'ai eu le temps de le faire, je l'ai fait. Et j'ai dit, j'ai pas envie de faire de la promo et de passer 90% de l'interview en me justifiant. Ah oui. Parce que si je sors ça en France, ça va être pourquoi tu chantes en anglais? Tu penses pas que les gens vont pas comprendre? Le public, ça a toujours été mon patron, toujours, ça le reste. Donc j'ai un respect énorme pour le public. Je le prends pas pour un imbécile. Je crois que le public français, il est comme tous les autres publics, il aime ou il aime pas. Oui. Mais les décideurs dans ce métier, eux, les gens vont pas comprendre, ont tendance à sous-estimer le public. Bon, alors on va parler film maintenant, parce que tu prêtes ta voix, tu es doublure de voix, Mulan, la princesse et la grenouille, Madagascar. Ça, on m'appelle tout le temps pour ça, par contre. C'est vrai? Pour être la doublure voix. Et dernièrement, Vaiana. Vaiana, ah oui, il y a eu Madagascar, Marty le zèbre dans ma vie, Marty. Ré la Luciole, Ré la Luciole, avec le popotin qui brille de La princesse et la grenouille, Marty le zèbre, Alex, Afro-cirque. Il y avait Happy Feet, Mulan au Québec, Vaiana, Aladdin aussi. Après Vaiana, Maui, demi-dieu du vent et de la mer, métamorphe, idole des hommes et des femmes.
Tous les enfants te demandent d'ailleurs de faire la voix de... De Maui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est drôle, c'est que les enfants ne connaissent pas mon visage la plupart du temps. Quand les parents m'arrêtent, « Ah, est-ce que je peux prendre une photo? Pourquoi tu veux prendre une photo avec lui? C'est qui? Pourquoi? Pourquoi tu veux? » Là, ils font, « C'est Maui. » Là, ils font, « Ah, c'est Maui. » Là, je fais, « Maui. Ah, Maui, je t'aime. » Ou le génie d'Aladin. Là, ils sont tous... là, ils deviennent tous mes amis instantanément. Et c'est un métier que tu aimes toujours autant faire, t'effacer derrière un personnage? Oui, j'adore. Ouais. J'adore. On est enfermé dans une boîte pendant 3 jours, une boîte en tissu. Et puis, j'ai 6 ans d'âge mental, je saute partout, on crie. C'est épuisant parce on réalise ils font crier les personnages tout le temps. Il y a toujours ça. Ça crie. Il y a plein d'émotions différentes. C'est une belle récré pour moi. Alors, on va parler de ton spectacle que tu joues donc ici au Théâtre de la Gaîté. Après 5 ans d'absence, il est de retour en France. Faites du bruit pour Anthony Cavana. I want to break free. Alors j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Ma femme m'a dit, si on se sépare, je demande la garde exclusive des enfants. Je dis, tu fais vraiment tout pour que je te quitte. Je suis allé avec mon fils essayer les dernières montagnes russes au parc d'attractions. Dès qu'on s'est assis, calme-toi, papa, on n'est pas encore parti. Oh, ma femme me dit tout le temps, oh mon Dieu, avec toi, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Parce que tu t'amuses beaucoup? Non, parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour une minute de plaisir. Avant le show, ils étaient comme ça. Après le show, ils sont happy, baby. Donc, happy? Oui. Alors, tu offres au public une série de conseils pour être heureux. Exactement, exactement. Elle vient d'où, cette liste de ton expérience? Non, c'est la PNL. Parce qu'en PNL, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est la PNL? Programmation neurolinguistique. Exactement, jeune femme, bravo, 5 points. Prochaine question. La PNL, c'est quoi? C'est l'art de la communication avec soi-même et les autres. En PNL, on apprend à se programmer ou reprogrammer les autres en utilisant les 5 sens et notre système nerveux, si tu veux, et le langage. Et en PNL, on étudie aussi ce qu'on appelle les comportements à succès. On prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y et on décortique sa recette, ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là, et on le modélise. Comme ça, tu arrives plus rapidement au même résultat. Quelqu'un qui a pris 30 ans pour arriver à un résultat X, si tu arrives à décortiquer sa recette, pouf, tu vas y arriver peut-être en 10 ans ou en 5 ans. Au lieu de 30, parce que tu as tout ce qui marche. Tu retires ce qui marche pas, tu gardes tout ce qui marche. On se concentre en PNL sur ce qui marche. Donc, dans le spectacle, au début, on avait 4 heures de show quand j'ai commencé. Comme on a eu 2 ans de pause, on a continué à écrire, j'avais 4 heures de matériel. Ah oui, donc je peux pas faire 4 heures de matériel et ça faisait séminaire ou conférence. Donc on a dit, on va se concentrer sur le bonheur. Les points communs des gens heureux. Oui. Donc, c'est ce que je me suis concentré là-dessus, j'ai étudié ça, les points communs des gens heureux, que j'en énumère une dizaine peut-être dans le spectacle, et puis je les illustre de façon cartoonesque et loufoque, si on veut. Et tu te considères comme happy, toi? Je me considère comme happy par moment, parce qu'on peut pas être heureux 24 heures sur 24. Oui. Notre cerveau veut pas qu'on soit heureux 24 heures sur 24. Notre cerveau, sa fonction première, c'est de nous protéger. Donc, il faut apprendre à notre cerveau à être heureux. C'est la sérotonine aussi. On développe l'hormone du bien-être. Oui, l'hormone du bonheur. Mais ils viennent de prouver que la dépression, ce n'est pas un dérèglement de la sérotonine. C'est sorti il y a quelques mois. Alors, la dernière question. Tu préfères le public français ou le public québécois? Enfin Des questions cheloues. Elle m'embête. Tu préfères te faire bouffer par des fourmis venimeuses ou te faire lécher par le dragon de Game of Thrones? Attends, j'ai pas entendu. Le public français ou le public québécois? Mais oui, mais faut pas me poser des questions comme ça, je vais faire du mal à la France. Ah, c'est dit, hein. C'est dit, c'est enregistré. Hein.
j'aime les bons publics, Oui. que ce soit français ou québécois. J'aime un public qui est généreux, qui est là, qui vient pour s'amuser, qui vient pas pour se prendre la tête et qui vient. Donc, c'est ça. Peu importe de l'origine. Peu importe l'origine. Tant qu'on se marre. Exactement. Voilà. Il vient là pour kiffer. Eh ben merci Anthony pour ce moment de partage, de rigolade. Franchement, c'était super sympa. Merci. Je t'en prie, merci à toi. Merci à toi.